Bonjour à toutes et à tous. On va terminer aujourd'hui la présentation des reliefs dans les structures plissées. On avait entamé la semaine dernière la présentation des formes élémentaires qui allaient être dégagées par l'érosion dans ces structures. On avait alors évoqué les cours d'eau que l'on appelle les ruses, qui sont des systèmes hydrographiques qui vont se développer sur les flancs des anticlinaux. Le premier cas qu'on avait évoqué, euh, on voyait des ruses qui n'étaient pas suffisamment puissants pour dégager la couche externe, et donc on avait très rapidement des formes qui étaient immunisées en surface et qui amenaient à ce que l'on appelle des réseaux karstiques. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un deuxième cas. Dans ce deuxième cas, le ruse va être capable de dégager la couche externe, tout simplement parce qu'ici l'épaisseur ou la résistance n'est pas suffisante, et donc on va avoir le développement d'un réseau hydrographique, notamment grâce à l'érosion régressive de ses affluents au niveau de sa source, qui vont donc commencer à creuser l'axe de l'anticlinal et dégager une dépression qui sera alignée sur l'axe de cet anticlinal. Alors cette dépression, on va l'appeler une combe. Le développement de la combe va notamment être facilité par la fragilité de la roche pendant la phase de plissement. On imagine très bien que les forces de compression, qui sont à l'origine de ce plissement, vont aussi attaquer notamment les roches dures, qui sont moins plastiques, et qui vont à la surface former souvent tout un réseau de fractures et de fissures, que va utiliser ensuite le réseau hydrographique pour faciliter le dégagement de cette combe. Alors en résumé, les conditions qui sont associées à la formation d'une combe: il faut une structure avec une couche dure qui soit peu épaisse, peu résistante, une pente suffisamment forte sur les pentes, notamment du flanc anticlinal, pour permettre aux ruses de se former et d'avoir un potentiel d'érosion suffisamment puissant. Le déblaiement de la couche dure par le ruse est plus ou moins facilité par la fracturation de la charnière anticlinale, fracturation qu'elle va subir notamment pendant la phase de plissement, et le déblaiement partiel de la couche tendre qui est sous-jacente à la couche dure. Sur cette figure, on voit très bien le développement d'une combe. Alors, elle est limitée par des reliefs qui sont monoclinaux, qui se font face. On le voit très bien sur cette figure, dans lequel le revers va correspondre au dos de la couche dure, donc au flanc de l'anticlinal, et l'abrupte à la superposition d'une couche dure sur une ou plusieurs couches tendres qui vont être inclinées dans le sens contraire du front. Ces reliefs qui se différencient de la cuesta par le pendage accusé, ici on a des pendages qui sont supérieurs à 15 degrés, vont être appelés craies. Lorsqu'un mont dérivé apparaît au milieu de la combe, ça c'est tout à fait le cas quand vous avez une deuxième couche dure qui va apparaître après l'érosion. Dans ce cas, on va parler de combe annulaire, qui est une dépression qui est suffisamment puissante, suffisamment large, pour faire apparaître ce qu'on appelle un mont dérivé. Le mont dérivé, ça va être ce relief qui est dégagé au sein d'une couche de roche dure à l'intérieur de l'anticlinal. À ce moment-là, on peut donc parler de combe annulaire, de mont dérivé et de craie. La géométrie du pli va avoir une grande influence sur les formes qui vont être dérivées par l'érosion. Si le pli est déversé ou en genou, on va avoir le développement de la combe qui ne va pas se faire sur la charnière du pli, mais plutôt sur le flanc. On le voit très bien ici sur la figure, c'est sur le flanc que se situe la zone de plus grande pente, donc de plus forte énergie érosive du ruse. À ce moment-là, si on a une forme qui est épousée sur ce pli en genou, on va avoir le développement d'une dépression qui est creusée sur ce flanc, et donc on pourra parler d'une combe de flanc. Alors un exemple ici d'application, d'observation de ces formes, toujours tiré du site de Maurice Guidon, Géolalpes. Alors ici on est sur un secteur qui est à proximité de Grenoble, on est toujours dans le massif du Vercors, et on va essayer d'identifier ensemble des formes dans une structure plissée. Alors je vous laisse regarder quelques secondes, et on va ensuite s'intéresser à ces formes. Alors on voit qu'on a une série de crêtes qui sont parfaitement parallèles les unes par rapport aux autres, on a des formes qui sont très régulières et quasiment parallèles. On peut le voir notamment au plein centre de l'image, on a ces deux crêtes, une qui est beaucoup plus surélevée par rapport à l'autre, celle qui est située à droite de l'image, et celle qui est située à gauche de l'image est beaucoup plus basse, mais par contre elles ont exactement le même tracé. Là on est dans un secteur, là encore, qui est taillé dans les calcaires de l'urgonien et du titonique. On est sur une vue sur les confins du Vercors et à l'arrière du Diois, et on voit très bien ici que cette succession de lignes de crête correspond à une combe de flanc, avec la combe valanginienne qui est située en plein milieu, et on a un craie qui est surélevé par rapport à l'autre, c'est la corniche urgonienne qui est située en partie haute, alors que la craie du titonique est située en partie basse.
On voit également qu'on a une autre combe qui succède sur la gauche, c'est la combe qui est, elle, taillée dans les marnes noires, ce que l'on appelle aussi les terres noires, qui sont des formes de roches qui sont extrêmement sensibles à l'érosion. Et on voit enfin le développement d'une reculée, à droite de l'image, là où on a le cours d'eau qui s'appelle l'Arcane. Alors les formes qui sont liées avec le réseau hydrographique, la plupart de ces réseaux hydrographiques vont avoir des rapports avec la structure plissée. On avait déjà vu notamment certains cours d'eau qui étaient adaptés aux données tectoniques. C'est notamment le cas des rivières synclinales qui s'écoulent dans ces fameuses gouttières. On va avoir des rivières qui sont adaptées aux données lithologiques. Lorsque l'érosion creuse des combes dans des anticlinaux, où on vient de le voir, elles vont réussir notamment à d'abord percer la couche dure, mais ensuite elles vont s'écouler en dégageant essentiellement les roches tendres. On va aussi avoir des rivières qui vont être capables de dégager des formes à l'intérieur de ces combes, mais des formes qui sont complètement transversales à l'axe du pli. Alors si on regarde un petit peu les photos qui sont devant nous, à gauche on a une combe annulaire qui est dégagée avec la création d'un mont dérivé. On voit parfaitement ici le mont dérivé qui apparaît en plein centre. Et si on regarde un petit peu ce mont dérivé, là on regarde sur l'image de droite, là on a une attaque qui se fait par érosion régressive. On voit typiquement des cours d'eau qui vont se développer par érosion régressive et qui vont faire reculer au fur et à mesure l'emprise topographique du mont dérivé. Mais on voit également qu'on a des cours d'eau qui réussissent à franchir perpendiculairement de part et d'autre l'anticlinal. Alors ces cours d'eau, on va réellement les appeler ce que l'on appelle des cluses. Alors l'ensemble de ce vocabulaire d'ailleurs, pour information, que ce soit cluse, craie, combe, val, sont souvent issus du patois jurassien. Ces cluses sont donc des vallées transversales complètement inadaptées au relief et qui vont réussir également à traverser de part et d'autre un anticlinal. Un petit exemple ici de cluse, on voit parfaitement cette forme de cours d'eau qui change brutalement de tracé. On voit le petit cours d'eau qui est situé à droite de l'image qui pendant très longtemps s'écoule vers le nord et puis tout d'un coup il est complètement dévié vers l'ouest de l'image et va donc se jeter ensuite dans un affluent beaucoup plus fort mais en ayant traversé au préalable. On voit très bien ici en plein milieu ce relief. On voit également qu'on a des escarpements qui sont bien marqués sur la carte topographique de part et d'autre du cours d'eau quand il traverse cette forme. Alors pour être certain que c'est une forme associée à un anticlinal, on va vérifier sur la carte géologique. Et là on voit très bien, une structure géologique qui correspond parfaitement à un anticlinal. Avec cette symétrie de part et d'autre, on voit qu'on a un axe de pli qui apparaît, mais on voit également que le cours d'eau a complètement traversé cette structure géologique. Comment ce cours d'eau a réussi à franchir un anticlinal? Ça c'est la question qu'on pourrait se poser. Alors ces écluses vont toujours se développer selon un mécanisme qui est similaire. On va avoir donc cette vallée transversale dans un premier temps qui est inadaptée au relief, qui va traverser l'anticlinal, et au fur et à mesure, on va avoir des affluents qui vont se développer et qui vont commencer à dégager les couches dures, puis les couches tendres, mais ici par le bas, avec un système d'érosion régressive. L'érosion alors de ces structures va se poursuivre dans les deux sens. On va avoir parallèlement et perpendiculairement le développement de cours d'eau qui vont attaquer l'axe de l'anticlinal. C'est à ce moment-là que l'érosion va s'accélérer. Alors on va toujours avoir cette adaptation dans un premier temps lithologique, puisque ce sont les couches tendres qui vont être dégagées, mais très rapidement, on va avoir ces formations qui vont être réellement des reculés, qui vont faire reculer au fur et à mesure l'ensemble de la couche dure sur l'ensemble du pli. Alors pour expliquer notamment la formation d'écluses, on va avoir trois grandes hypothèses. La première hypothèse, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, elle est directement liée à l'érosion régressive. On peut très bien imaginer qu'à un moment donné, un ruse va réussir à dégager la couche dure qui est tout en haut de la crête anticlinale, et au fur et à mesure, il va développer cette reculée qui va réussir à un moment donné à franchir complètement l'anticlinal. Sur cette photographie, on voit très bien l'érosion régressive de deux rues qui prennent leur source au niveau du flanc de l'anticlinal et qui au fur et à mesure sont en train de reculer. On imagine très bien qu'à un moment donné, on va avoir les deux réseaux de rues qui vont se rejoindre et au fur et à mesure, on va avoir donc la création de cette cluse par formation d'érosion régressive. L'érosion régressive des rues est souvent facilitée également par la présence de failles transverses. On va avoir notamment ces fractures et ces fissures qui vont se créer lorsqu'on a les compressions qui se font de part et d'autre de l'épaisseur sédimentaire. On en avait parlé tout à l'heure.
On imagine très bien que ces monts dérivés, en tout cas ces structures qui sont associées à des anticlinaux, vont au fur et à mesure être attaquées, et notamment à l'utilisation des rues sur les failles transverses, qui sont réellement, je dirais, des zones de faiblesse de la structure. Donc c'est pas par hasard qu'on va souvent trouver une coïncidence entre la direction générale des failles et la direction générale des cours d'eau. Hein, les cours d'eau vont utiliser ces grandes faiblesses que sont les failles pour tracer leur réseau hydrographique. Le deuxième mécanisme qui peut être à l'origine de la création de ces cluses, c'est un mécanisme dont on avait déjà parlé dans le cadre des reliefs de Cuesta. C'est le mécanisme de surimposition. Donc pour rappel, la surimposition, ça va être au fur et à mesure le dégagement d'une ancienne roche ou d'une ancienne structure qui a été complètement fossilisée par des sédiments. Et à un moment donné, cette structure va être remise à jour par le cours d'eau, par l'érosion du cours d'eau. Donc c'est tout à fait ce qui se passe sur cette figure. On avait une ancienne structure plissée qui était entre guillemets complètement fossilisée par une grande structure sédimentaire. Et au fur et à mesure, on voit un cours d'eau qui va redégager cette forme structurale. Il ne va pas tellement changer son tracé, hein, à l'image des cours d'eau à forte énergie dans le cadre des reliefs de Cuesta. Il va être capable de garder son tracé et au fur et à mesure qu'il va s'enfoncer dans le système, il va également s'enfoncer dans l'anticlinal et le traverser de part et d'autre. Ça, c'est typiquement le mécanisme de surimposition. Alors le troisième, dernier grand mécanisme à l'origine de formation d'écluse, c'est le mécanisme d'antécédence. Alors ici, contrairement à la surimposition, où on avait une structure tectonique de plissement qui était antérieure à la mise en place du cours d'eau, tout simplement parce qu'on a eu d'abord la mise en place des plis, ensuite une grande surface sédimentaire qui a complètement fossilisé ces plis, et le cours d'eau qui a redégagé ces plis. Ici, c'est l'inverse, on a un cours d'eau qui était antécédent, c'est-à-dire qu'il s'était mis en place avant la création des plis. Donc on a donc une phase de mise en place du cours d'eau qui est antérieure à la phase de mise en place tectonique. Et au fur et à mesure, je vous rappelle donc que les plis sont des mécanismes tectoniques qui ne vont pas se mettre en place en quelques secondes, hein. Le plissement est un acte qui va se faire sur de longues périodes géologiques. Donc le cours d'eau aura le temps de s'adapter. Il va au fur et à mesure accompagner la déformation tectonique et va au fur et à mesure s'enfoncer dans le pli lorsque celui-ci est en formation. Donc là, on a un mécanisme par antécédence. Les troisièmes grands types de reliefs que l'on va retrouver dans les structures plissées, à l'image des structures faillées, ce sont les reliefs inversés, dans lesquels le rapport entre la topographie et la structure a été complètement inversé. Alors, elle démarre toujours par une érosion des structures plissées, hein. Ici, vous avez la figure d'une structure plissée qui est encore parfaitement conservée, dans laquelle on va retrouver l'alternance des plissements, avec un anticlinal, un synclinal, etc., dans lequel on a une parfaite correspondance entre le pendage des couches et la pente des flancs de chacun des anticlinaux. Au fur et à mesure, l'érosion va commencer à dégager des combes, on vient de le voir à travers l'exemple précédent, et ces combes vont commencer à s'élargir au fur et à mesure, sous l'action de l'érosion régressive et des différents mécanismes évoqués précédemment. Lorsque l'érosion va se poursuivre, on va alors aboutir à une véritable inversion du relief. L'ensemble des points hauts de la structure, qui constituaient des anticlinaux, ont été dégagés, et désormais les combes ont une altitude qui est inférieure à celle des synclinaux qui sont restés perchés. Alors ils sont d'autant plus perchés que eux, finalement, leur couche dure est restée préservée, elle n'a pas été attaquée par l'érosion, ce qui va contribuer ensuite à renforcer cette inversion. Un magnifique exemple d'inversion du relief, toujours issu de la banque de données de Maurice Guidon, hein, du site Géolalp. Donc là, on voit très bien une série de crêtes qui sont alignées, parallèles les unes par rapport aux autres, mais on voit que celle qui domine le relief, on observe une sorte de creux, hein. On peut tout à fait deviner l'emplacement d'un ancien synclinal ou d'une ancienne gouttière synclinale. On voit encore des craies, hein, qui sont parfaitement visibles dans le paysage, qui délimitent cette gouttière, et de part et d'autre, deux anticlinaux qui ont été complètement évidés par l'érosion. Donc là, c'est un exemple typique de val perché, qui est tout à fait typique d'une inversion de relief. Alors pour conclure, une petite figure issue de l'ouvrage de Archambault, Lénaf et Vanet, qui résume un petit peu toutes les formes élémentaires qu'on a pu voir dans les structures plissées. On a ici tous les modelés à peu près qui sont représentés, donc on va maintenant faire une sorte de petite synthèse, structure par structure, avec les différentes formes associées. Alors je vous rappelle, les monts, on va avoir le mont primitif, lorsqu'on a encore un anticlinal frais qui n'a pas encore été attaqué par l'érosion. Quand on commence à avoir un mont qui est
attaqué par l'érosion dans lequel des couches ont disparu, on parle de mont dérivé, il est souvent associé à une combe annulaire. Et enfin un exemple de mont raboté, dans lequel on a eu une érosion, mais uniquement dans la partie haute du mont. Lorsque l'on parle de craie, on va distinguer trois types. Le craie classique, entre guillemets, qui est souvent associé à une combe annulaire. Lorsque vous avez un pendage de la couche dure qui est quasiment vertical, on va parler à ce moment-là de craie barre. Et on va aussi avoir les craies de chevauchement, qui sont directement issues des nappes de charriage ou des processus de pli-faille ou de chevauchement, dans lequel on va souvent avoir un craie qui va se reformer dans la couche dure qui est située au-dessus. Les combes, on va en distinguer plusieurs. Alors on en a vu certaines, on a vu la combe simple et la combe de flanc. Alors lorsqu'on a un mont dérivé qui apparaît, on va donc parler de combe annulaire. Et lorsque vous avez deux systèmes de combes qui sont mis en place, notamment avec la présence de plusieurs binômes de résistance, on va alors parler de combe double. Et enfin, la fameuse combe de flanc, lorsqu'on est associé à un pli qui est déjeté. Lorsque ces formes sont associées à des vaux, donc à des synclinaux, on va distinguer le val primitif, lorsqu'on n'a encore eu aucune action de l'érosion, le val dérivé, quand on commence à avoir des sédiments qui apparaissent au fond de ce val, c'est souvent l'apport du cours d'eau qui va circuler dans la gouttière, ou alors de ses affluents. Lorsqu'il est complètement rempli de ces sédiments, on va parler de val atténué, et lorsqu'on a une inversion de relief, on va parler de val perché. Alors pour terminer la présentation des modelés élémentaires de ces structures plissées, on va s'intéresser maintenant au réseau hydrographique. Donc on a vu que quand le réseau hydrographique est capable de traverser un anticlinal, il va former ce que l'on appelle une cluse. Alors il lui arrive souvent de traverser tout un style de plissement avec une succession de cluses qui vont se produire lorsque chaque fois que ce cours d'eau va traverser une structure anticlinale. Donc ça arrive régulièrement, hein. On en verra notamment quelques exemples dans des TD. Alors pour conclure maintenant cette présentation sur les formes de relief dans les structures plissées, on va utiliser cette figure qui est issue de l'ouvrage de Deruyot, qui résume parfaitement, je dirais, les différents modelés associés à l'évolution de ces structures plissées. Alors on a plusieurs facteurs qui vont intervenir dans la différenciation des types de relief. On va d'abord avoir les conditions structurales. En premier lieu, le style de plissement qui va conditionner le type des plis et leur agencement. Dans le Jura, on a régulièrement des styles de plissement de type coffret, avec des plis qui sont armés de calcaire très résistant, ce qui peut notamment expliquer que leur forme reste plus ou moins primitive par rapport à d'autres qui sont extrêmement inversées. Ensuite, c'est la nature lithologique de la série plissée. Une série contrastée va favoriser le dégagement des formes structurales dérivées. Donc quand on a beaucoup de binômes de résistance associés à des variations très rapides, ça va plutôt favoriser l'érosion de ces systèmes. Dans les roches très dures et très épaisses, comme dans le Jura, c'est plutôt les formes primitives qui vont se conserver. Enfin, l'intensité du soulèvement par rapport au niveau de base local, plus le soulèvement est considérable, plus le creusement est actif, et par conséquent, plus les formes sont évoluées. Alors par rapport à ces conditions structurales, on va aussi avoir une sorte de degré d'évolution du relief, c'est ce qu'exprime cette figure, avec un relief qui d'abord bien conservé, le relief jurassien, jusqu'à avoir un relief aplani. Alors pour illustrer ça, une petite coupe dans le secteur de Die, dans la Drôme, dans lequel on a tous les types de reliefs qui sont quasiment représentés ici sur cette coupe. Alors c'est une coupe du sud vers le nord, quand on part de la gauche de la figure vers la droite. Donc si je regarde la partie qui est située au sud, donc à gauche sur la figure, on a un relief jurassien, avec un anticlinal qui a formé un mont, qui domine bien le relief, et en dessous, un synclinal qui est resté en position basse. Si je me déplace maintenant vers le nord-est, donc vers la droite de la figure, j'ai un anticlinal ici qui a subi une large érosion. D'abord, on peut regarder un petit peu sa structure. On voit que c'est un type d'anticlinal plutôt en déjeté, même en genou, et dont la partie centrale a été complètement évidée par l'érosion, ce qui a formé une combe. À sa droite, on voit un val, mais un val qui est en position topographique haute par rapport à l'anticlinal, donc on peut à ce moment-là parler de val perché. Si on est dans un relief qui commence à être inversé, c'est le cas ici sur cette coupe, là on est dans le secteur de Sainte-Croix, dans l'Ariège, là on a une inversion totale du relief. On a un val qui est perché, une combe d'anticlinal qui a été complètement évidée, il reste un petit mont dérivé mais qui est en position topographique basse, donc là on peut parler maintenant d'inversion totale du relief. Enfin, lorsqu'on a atteint, je dirais, quasiment une surface d'érosion, ici on est dans le secteur de Saint-Gaudin, dans la Haute-Garonne,
On a un aplanissement total du relief. Là, on ne retrouve quasiment plus à la surface l'expression topographique des plis. On voit que les synclinaux ont complètement été remplis et que l'anticlinal a été quasiment érodé. Donc on a une surface topographique maintenant qui ne reflète absolument plus la tectonique qui est située en dessous. Alors on terminera ce cours de géomorphologie par des processus de géomorphologie dynamique dans lequel on parlera plutôt des aspects climatiques et comment les aspects climatiques vont aboutir à une morphogénèse particulière. Alors je vous remercie pour votre attention et on se retrouve bientôt pour le prochain cours.